conférence sur le développement durable, avec ce titre un peu provocateur, n'est-ce pas? Ça commence à bien faire. Et ça, c'est Michel Puech, notre invité, qui a choisi ce titre parce qu'il a écrit un livre sur le développement durable il y a 3 ans, qui s'appelle Le développement durable, un avenir à construire soi-même. C'est un titre bien optimiste, j'adore. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est la question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter Michel Puech, qui est un bon pédagogue. Et d'ailleurs, il enseigne non seulement à Sciences politiques, mais aussi à la Sorbonne. Et il est auteur de plusieurs livres, et a commencé, en fait, il est philosophe, parce qu'il a commencé avec des livres philosophiques, et il a écrit un livre sur Kant et la causalité. Il a aussi écrit un livre sur les classiques en philosophie. Là, ça s'appelle La philosophie en clair, et là, il a dépoussiéré, on peut dire, certaines idées et certains philosophes, pour les mettre au goût du jour, et rendre la philosophie accessible à tous. Merci beaucoup pour cette présentation, merci pour cette invitation, bravo pour votre dynamisme que j'admire beaucoup. Je vais parler dans le micro, on pourrait s'en passer, mais c'est pour qu'il y ait un enregistrement, peut-être plus d'internautes que d'assistants en réel, ce qui est la magie du web. Donc je vais parler un petit peu de ce livre qui a 3 ans, mais aussi de nouvelles lectures et de nouvelles idées qui apparaissent et qui me semblent aller dans le sens de ce que j'essaie de développer comme question et comme réponse. Mais rassurez-vous, on va parler aussi de l'actualité. Et en fait, les 2 grands sujets d'actualité, je crois qu'il y en a 2 en ce moment. Le premier, c'est le climat, le temps qu'il fait quoi en ce moment. Et deuxièmement, c'est Jérôme Cahuzac. Ça rentre, on va parler de la vraie actualité. L'actualité du développement durable, en fait, elle est moins intéressante que celle-là, parce que je ne sais pas si vous le savez, normalement on doit le savoir, on est dans la semaine du développement durable. Et oui, il y avait une semaine du développement durable, comme tous les ans, qui a commencé le 1er avril. Et c'est quand même un peu pitoyable. Déjà, personne ne le sait. Il y a des événements comme ça, et c'est le genre de choses, je dirais pas que je combats, mais qui me désolent. C'est-à-dire une espèce de marketing bureaucratique qui produit des événements complètement symboliques, et en fait on fait rien, mais il se passe des événements quand même. Il y a une semaine du développement durable. Il n'y a pas que ça, on est aussi en plein milieu du grand débat national sur la transition énergétique. Bon, je sais pas, vous avez peut-être certains d'entre vous, je ne vais pas faire un monologue, hein, vous pouvez déjà m'interrompre, et ensuite vous aurez longuement la parole. Peut-être certains d'entre vous y sont mêlés, mais je pense que l'immense majorité des Français n'en a jamais entendu parler, n'y interviendra absolument pas, et qu'il ne se passera rien, et que certaines associations, à la différence du Grenelle, n'y vont pas. Alors qu'au Grenelle, tout le monde y allait en croyant qu'il allait se passer quelque chose. Bon, là on est dans le type de fonctionnement qui est le contraire de ce que j'appelle l'avenir, faire soi-même l'avenir. Et les 2 grandes idées du livre, en fait, ça me gêne un peu de le dire, mais je n'ai pas changé d'avis dessus. La première idée, c'était un tournant éthique. Passer de l'approche politique et en fait institutionnelle et en fait politicienne et administrative à une approche éthique. Et éthique veut dire pas des leçons de morale, mais des actions. Et pas des grandes actions spectaculaires, même si de temps en temps on peut se faire plaisir, plutôt des micro-actions, des petites actions individuelles, discrètes, humbles, mais qui sont le vrai niveau d'action qu'on ne peut mobiliser que par une éthique personnelle. Ça, j'ai pas vu de réfutation, et au contraire, dans mon glorieux collègue que je vais mobiliser tout à l'heure, je crois qu'on a des raisons de penser que ça peut être une voie intéressante et qu'elle commence à bouger. Et la deuxième idée que je défendais, que je continue à défendre aussi, c'est l'idée d'un soutenable très large. La notion de développement n'est pas très bonne. Il y a des critiques, j'en parle dans le bouquin, et la notion de durable n'est pas très claire. L'idée de durer, comme on n'est pas content de l'état actuel, l'idée qu'il dure n'est pas une bonne idée. On est plutôt sur du changement. Donc appeler durable quelque chose qui est du changement, c'était une notion assez confuse, mais je crois que ça a arrangé tout le monde qu'elle soit confuse. L'idée de soutenable est beaucoup mieux, d'autant plus que soutenir, on voit bien ce que ça veut dire, mais surtout il y a un contraire. Le contraire de soutenir, du soutenable, c'est pas exactement seulement insoutenable, c'est l'indignation, les indignés. Je crois que depuis ce livre,
enfin, en même temps, il y a le livre de Stéphane Hessel sur Indignez-vous, les mouvements dont je vais parler un tout petit peu tout à l'heure, les différentes sortes d'indignés. Et ces mouvements-là sont des réactions à ce que, en fait, on peut appeler non soutenable. Et insoutenable, du coup, est un insoutenable qui n'est pas seulement écologique, qu'il est écologique, mais qui est aussi beaucoup économique. Beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui la justice globale, les problèmes sociétaux. Donc des problèmes beaucoup plus larges. Le soutenable est beaucoup plus large que juste le développement durable et encore plus sa réduction à l'écologie. Et deuxièmement, il suscite des réactions, pour des raisons un peu compliquées, mais on peut en parler si ça vous intéresse, des réactions de rejet et d'indignation, plutôt que de l'adhésion positive à du soutenable, mais c'est quand même une sensibilité sur laquelle il faut compter. Je crois qu'aujourd'hui, les idéaux constructifs, on a du mal à en partager. Par contre, les petites réactions d'indignation qui sont typiques de l'éthique. L'éthique, c'est quand quelque chose déclenche une alerte éthique en général. Cette sensibilité-là, je pense que c'est elle qui s'applique au soutenable. Et donc l'idée générale du livre, et que je continue à défendre, est celle d'une éthique du soutenable, notamment différente des politiques administratives de développement durable. Alors dans le livre, j'avais utilisé un code couleur qui en général permet de rassembler les idées avec des parties rouge, vert, gris et arc-en-ciel qui mélangent toutes les couleurs. Donc je vais reprendre ça pour faire un point et éventuellement vous partagerez vos sensibilités. C'est plutôt vers la fin qu'il y a un débat. Je continue à animer, donc si vous êtes indigné, interrompez-moi, ça pourra que ça marche. La première couleur, c'était le rouge. Et le rouge, la première partie du bouquin, c'était sur l'alerte écologique, l'alarme. Le fait de dire, attention, c'est très grave, il faut réagir immédiatement, c'est urgent. J'appelle ça l'urgentisme. Et je le conteste. Je crois que ça ne marche pas. Je crois que ça ne marche pas. Je crois toujours que ça ne marche pas. Je crois qu'il ne faut pas faire comme ça. Et dans les endroits où j'enseigne, il y a des gens qui vont avoir des responsabilités. J'essaie de leur expliquer, de leur faire sentir que dramatiser, et notamment dramatiser les problèmes écologiques, est contre-productif. C'est la grande notion. Certains d'entre vous connaissent, j'espère, j'imagine bien, surtout formés par Brigitte Ivan Illich. Ça vient de Ivan Illich, l'idée de contre-productivité, et on ne l'a pas bien intégré. Vous allez voir, dans ce que je raconte, il y a tout le temps ce phénomène de contre-productivité. Je vous en donne des exemples. Le livre de Jancovici. Si vous vous intéressez au développement durable, vous connaissez Jancovici, c'est quelqu'un de très bien, de très compétent. Il a publié, c'était, je vérifie, en 2009, un livre dont je me moque en fait du titre, qui est, littéralement, c'est maintenant 3 ans pour sauver le monde, en 2009. 3 ans pour sauver, on avait 3 ans pour sauver le monde en 2009, c'est ça l'urgentisme. Mais, alors je sais bien que c'est l'éditeur qui lui a imposé ce titre, hein. C'est toujours comme ça, mais il devait se battre. Parce que aujourd'hui on est en 2013, alors est-ce qu'on a sauvé le monde? Il n'y a que 2 cas possibles, hein. Ou bien on a fait ce qu'il fallait faire et on a sauvé le monde. Visiblement non. Il s'est quasiment, en gros, rien passé de décisif. Donc c'est trop tard. Ce qui est marrant, c'est qu'il a été réédité en poche, le livre, en 2012. Avec toujours 3 ans pour sauver le monde. Donc on va dire qu'on aura toujours 3 ans pour sauver le monde. Qu'on est au bord de la catastrophe, mais qu'on n'y est jamais. Et que la catastrophe qu'on nous annonce depuis les années 70, c'est maintenant qu'elle va se produire. Donc, il y a plein d'exemples comme ça, j'en cite quelques-uns dans le bouquin. Ça, c'est contre-productif. Je prends un exemple simple, parce que tout le monde ne lit pas les livres des polytechniciens comme Jancovici. Les journaux de 20 heures, je m'en souviens très bien. C'était il y a 3 ou 4 ans, où il y a eu plusieurs hivers plutôt doux. Et tout le monde parlait du réchauffement climatique. Le problème, c'est plutôt le dérèglement climatique. Le réchauffement climatique, vous voyez, c'est le premier sujet, le temps qu'il fait. On l'aborde, premier sujet d'actualité. Et les journaux de 20 heures disaient les stations de ski vont à la ruine, parce que déjà, ça fait 2 ans qu'elles perdent de l'argent, et bientôt, il n'y aura plus du tout de neige, sauf dans très très peu de stations très hautes. Et globalement, mais les Français, il y en a beaucoup d'entre eux qui aiment aller au ski, il y en a qui ont acheté des appartements au ski. Donc vous imaginez la discussion autour de la table familiale, chérie, t'es un crétin, tu nous as ruinés, il n'y aura plus de neige, il n'y aura plus de ski, les enfants qui pleurent, je veux aller au ski, etc. Bon. Actuellement, il y a trop de neige. Il y a trop de neige, il neige en avril ici, et dans les stations, il y en a plein, et cette année encore, c'est le plein. Les mêmes personnes, qu'est-ce qu'elles pensent? On va pouvoir leur redire, attention, le climat change, dans 5 ans, il se passera ci, il se passera ça. Non, c'est fini. On a produit l'effet contre-productif. Et je crois qu'il faut absolument lutter contre ça. Il faut devenir conscient que, aujourd'hui,
les individus ont un minimum de mémoire et de conscience qui fait que les effets contre-productifs sont au moins aussi importants que les effets directs. Quand quelqu'un dit quelque chose qui se passe, bon, à la limite c'est normal, ça ne fait pas de relief, ce qu'on appelle la saillance dans les théories de la communication. Il n'y a pas tellement de relief. Mais quand quelqu'un d'expert vous annonce, le journal de 20 heures c'est quand même la Bible des temps modernes, quelque chose qui clairement ne se passe pas, et même le contraire se passe, ça fait saillance. Ça, c'est engrammé et ça décrédibilise de manière durable. Donc, est-ce que j'ai autre chose à dire à proposer que l'urgence? Oui, il y a une notion qui me semble bien meilleure que l'urgence, c'est l'importance. Il faut savoir qu'est-ce qui est important. Et important, c'est pas la même chose qu'urgent. On le voit dans la vie quotidienne, dans les entreprises. Tout le monde dit qu'il faut faire ce qui est important, mais en pratique, tout le monde fait ce qui est urgent. Et souvent, ce qui est important n'est jamais urgent. Par exemple, faire du sport, manger plus sainement, c'est jamais urgent. On n'a jamais une envie urgente de faire du sport ou de manger plus sainement. On a toujours une envie urgente de faire quelque chose, du travail en retard, etc., etc. Donc on se laisse prendre par l'urgence et on perd de vue l'importance. Et là, je crois que le développement durable s'est mal comporté pour des tas de raisons, mais dans laquelle on est tous impliqués. Nous pensons que l'urgence mobilise, je crois que c'est une erreur. Il faut savoir mobiliser sur l'importance. Le type de problème qui se pose à nous, ce sont des problèmes sur des sujets importants. Et l'important, il faut prendre le temps d'y réfléchir, le temps d'en parler, et pas mobiliser d'une manière qu'on croit à tort efficace avec l'urgence. Donc le rouge ne me semble pas être la bonne couleur. Les voyants ne sont pas au rouge. Ils sont au rouge depuis tellement longtemps que le problème est ailleurs que dans les voyants qui sont au rouge, on peut dire. Est-ce que c'est le vert, le problème? Deuxième grande couleur, c'était le vert. Alors le vert nous pose un gros problème, aussi grave que celui de la contre-productivité, c'est celui de l'idéologie. Je suis convaincu que les idéologies, c'est pas que c'est mal en soi, oui c'est mal en soi, mais en plus ça ne marche pas. Il y a deux niveaux dans l'idéologie verte qui ne marchent pas. Le premier, on va le régler tout de suite, c'est pas la peine de perdre du temps dessus, c'est les politiciens. S'il y a encore des gens qui pensent, et là, deuxième sujet, Jérôme Cahuzac. J'ai une photo de Jérôme Cahuzac qui fait un discours, je vais l'utiliser dans mes cours, il parle au micro, devant, vous savez, les trucs qu'il y a sous le micro là, c'est marqué « Lutte contre la fraude fiscale ». Ça suffit, c'est un cours de philosophie politique. Je projette ça, tout le monde a compris, c'est pas la peine de faire des raisonnements, tout le monde a compris. S'il y a encore des gens qui pensent que les politiciens traitent les problèmes de fond, je les plains, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va leur falloir. Donc il y a des politiciens verts, je suis désolé si je choque des militants parmi vous, il y a des politiciens verts, ils sont au pouvoir, ils font des choses, distribuer des légions d'honneur par exemple, s'occuper de se maintenir au pouvoir, et deux ou trois autres choses comme ça. On ne leur a pas quand même confié des portefeuilles réellement sensibles, et moi je connais personne qui réellement pense que ça change quelque chose par rapport à d'autres formes de gouvernement. Donc l'idée de l'investissement dans le système politique institutionnel, elle est très bas, elle est tombée au niveau zéro. Le deuxième axe, c'est l'action militante. Effectivement, j'enseigne majoritairement à des jeunes gens, parmi eux, il y en a qui sont extrêmement militants. Et je crois qu'il y a une expérience à faire de la contre-productivité des attitudes militantes. Et souvent, là j'ai une expérience directe avec les jeunes gens que je vois en cours, ils vont exercer des responsabilités de type développement durable ou responsabilité sociale des entreprises dans des grandes entreprises. Et quand on fait des jeux de rôle, ils se rendent compte qu'en adoptant une attitude militante, ils sont contre-productifs. Ils sont contre-productifs parce qu'ils sont marqués d'avance comme ayant une attitude idéologique, donc voulant convaincre, voulant évangéliser, et on n'écoute pas le contenu de ce qu'ils disent. Et je crois que plutôt que de vouloir tout verdir de manière publicitaire pour faire de la récupération politicienne ou pour défendre une idéologie, en fait, l'idée n'est pas de tout verdir, plutôt que de vouloir tout verdir, il nous faut réfléchir à des stratégies qui abordent les problèmes importants autrement que sous un angle idéologique. Aujourd'hui, quand on dit « j'ai raison, j'ai tout compris, je vais vous expliquer », partagez mon idéologie ou soumettez-vous à moi, faites comme moi, adhérez à mon mouvement, etc. et on va résoudre le problème, juste ça ne marche plus. Il faut faire autrement. Il faut parler des problèmes et ne pas avoir d'agenda, de programme idéologique, ni de conquête du pouvoir, ni surtout
de domination sur les opinions. L'idéologie est une attitude de domination. Juste ça, ça ne marche plus. Et en pratique, je crois qu'on sent, les gens n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils sont convaincus. Les fumeurs savent que les cigarettes donnent le cancer. Donc, il n'y a pas besoin de les convaincre. Le problème, c'est ailleurs, c'est l'action réelle, l'action individuelle. Et je crois qu'aujourd'hui, elle ne passe plus par l'idéologie. Et que donc, le verdissement n'est pas la solution. Ok, la couleur suivante, c'était le gris. Et le gris, c'était la grisaille des institutions. Donc il y a une partie où, comme dans le livre sur la technologie, je dis tout le mal que je pense des institutions, mais j'essaie de démontrer la contre-productivité des institutions. Je crois que les institutions, souvent, font le contraire de ce qu'elles sont supposées faire. Je ne reviens pas sur l'abominable Jérôme Cahuzac. Le phénomène est plus général. C'est que, souvent, dans nos systèmes sophistiqués, politiques, administratifs, nous ne voyons pas que la manière dont nous traitons le problème bloque le problème. Ce n'est pas le problème qui est insoluble, c'est que nous l'abordons d'une manière qui l'entretient. Typiquement la délégation politique. Mais le phénomène est plus général, il s'applique très bien, ce phénomène de contre-productivité de l'action administrative s'applique en général au comportement des civilisations. J'ai découvert ça en travaillant sur ce livre chez un auteur qui s'appelle Tainter, T-A-I-N-T-E-R. Il a établi une loi qui est la suivante. Mais je vous explique d'abord les exemples concrets parce que la formulation de la loi fait un peu peur. Il étudie la disparition des civilisations. Il en étudie beaucoup dans le monde entier. Il étudie par exemple les Mayas, l'île de Pâques évidemment, que tout le monde connaît, les civilisations amérindiennes, beaucoup de civilisations du Pacifique sur des îles, les civilisations du nord-ouest des actuels États-Unis, civilisation Navajo par exemple, la civilisation viking du Groenland qui s'est effondrée, et quelques autres. Et sur tout ce panel, il démontre que souvent, oui, il y a eu dans la disparition de ces civilisations une crise écologique, mais que ce n'est pas directement les effets de la crise écologique qui ont produit la disparition de la civilisation. C'est la manière dont la civilisation a géré cette crise. Et qu'est-ce qui caractérise cette manière? C'est que la crise a été gérée par de la complexification. C'est-à-dire, les sociétés sont compliquées. Une religion maya, par exemple, est très compliquée, aussi compliquée qu'un ministère français. Il y a plein d'étages, de services, de systèmes, etc., de positions acquises. Et quand ça ne marche pas, on rajoute de la complexité. Donc on dit, il n'y a pas de bonne récolte parce qu'il n'a pas plu, parce que il y a peut-être un nouveau dieu auquel il faut une caste de prêtres et des taxes, des choses comme ça, ou il faut créer un nouveau corps, il faut créer une nouvelle cérémonie, où on n'a pas assez, il n'y a pas assez de moyens dans telle administration sacerdotale, et on crée. Moi je suis dans l'éducation nationale depuis longtemps, c'est exactement comme ça qu'on fait. On s'aperçoit que quelque chose ne marche pas, dans un système qui est déjà beaucoup trop compliqué. Comment on fait pour traiter le problème? On rajoute un corps intermédiaire entre le 28C et le 24D, et ce corps sera géré par une inspection spéciale, et il aura une ligne de budget, il fera un rapport qui se rajoutera, etc. On rajoute de la complexité à un système qui ne marche pas par la complexité. Et là, il y a une loi, si vous avez fait de l'économie, vous voyez ce que c'est, une loi de rendement marginal décroissant. Ça veut dire que plus ça marche, mais un peu, et ça coûte beaucoup. Et plus on fait ça, plus il faut investir dans ces machines trop compliquées, et moins elles rapportent. Elles rapportent à la marge et de moins en moins. Donc nous dépensons pour réformer l'hôpital, l'école, l'économie, nous dépensons énormément d'énergie pour faire des choses toujours plus compliquées et dont l'action, l'efficacité réelle est de plus en plus petite. Et ça, c'est vraiment pour moi le modèle du développement durable. Oui, de temps en temps, il y a un bac de fleurs quelque part, ou une rue piétonne quelque part, ou une éolienne quelque part. Mais on a dépensé derrière ça une quantité de moyens humains, financiers, en temps, qui est totalement disproportionnée et qui nous étouffe, en fait. Donc c'est la manière dont nous traitons, à mon avis, les problèmes par de la délégation institutionnelle et de l'action institutionnelle qui maintient ces problèmes et étouffe nos énergies et nos actions. J'ai fini pour le pessimisme. Donc je crois que rien de tout ça s'est arrangé. Et la dernière partie qui s'appelle arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs, en continuité d'ailleurs, elle correspond, et je vais désormais parler que de choses positives et optimistes, à ce qu'on peut faire et qu'en fait on a commencé à faire. Je ne fais pas tellement de futurologie en fait, je ne sais pas prévoir l'avenir. Il y a des philosophes qui savent, mais moi je ne sais pas. Je m'intéresse plutôt à ce qui marche déjà et qui constitue un potentiel.
méthode pour faire mieux et traiter les problèmes importants qu'à mon avis nous ne traitons pas de la bonne manière, en devenant, ce que je disais au début, les acteurs directs et en fait les micro-acteurs directs. Donc arc-en-ciel, ça veut déjà premièrement dire pluralisme, toutes les couleurs, un peu de vert, un peu de gris, un peu de rouge aussi, hein, il y en a dans l'arc-en-ciel, mais toutes les couleurs, et surtout disséminer. Disséminer, c'est vraiment une bonne notion, et je vais en reparler dans un instant. Disséminer, ça veut dire pas déléguer à des acteurs centraux et représentatifs. Il ne s'agit pas d'attendre que le Parlement ait voté une nouvelle loi et puis qu'elle ait ses décrets d'application, etc. Il ne s'agit pas d'attendre qu'un tel parvienne au pouvoir pour qu'il centralise et qu'enfin il fasse l'action. Non, il s'agit de disséminer l'action. L'action est partout. Chacun de nous, ce qu'on appelle en philosophie morale un agent, un acteur, chacun de nous est un agent et un acteur pour les problèmes importants. Et c'est ça que nous avons perdu de vue, je crois, parce que c'est aussi pratique de le perdre de vue. Pendant que j'attends que le Parlement vote la loi, moi, je n'ai pas à en faire et je peux me dispenser d'agir. Bon. Il y a un modèle pour ces micro-actions, c'est l'Internet, la réussite de l'Internet. Je suis convaincu qu'il y a eu une révolution complète dans notre civilisation. Elle est en train de se produire et elle est due à une seule technologie, celle des réseaux électroniques, du numérique, et en particulier de l'Internet, même si on y accède par le téléphone et que d'autres outils peuvent en faire partie de cette révolution. L'idée de micro-acteur direct, elle existe depuis longtemps, il y a toute une tradition. Le philosophe américain Thoreau, dont je parle beaucoup, et qui est un peu plus connu aujourd'hui, Gandhi, qui dit qu'il faut faire soi-même ce qu'on veut voir advenir dans le monde. Donc il y a toute une tradition, mais elle a un outil. Aujourd'hui, nous avons l'outil de communication qui permet à cette idée de dissémination du pouvoir de réellement s'exercer, et elle s'exerce. C'est là que j'arrivais dans le livre, l'idée qu'il y a de nouveaux potentiels et que lorsqu'on est débarrassé des mauvaises façons de prendre les problèmes, lorsqu'on en a pris conscience, on peut développer ces nouveaux potentiels. Voilà. Plutôt que de redévelopper, réexpliquer ça, j'ai envie de rajouter les couleurs à l'arc-en-ciel, de parler d'autres livres qui confortent l'approche que j'essaie de mettre au point et qui sont parus depuis. Et comme une bonne partie d'entre eux, il n'y en a qu'un en fait qui est traduit en français, les autres le sauront peut-être plus tard. Peut-être certains d'entre vous auront un peu plus de mal à y accéder, donc j'ai envie d'en parler et de les faire contribuer à ce que j'essaie de construire, ou en tout cas de professer. Donc le premier, c'est un grand intellectuel, alors il est d'origine britannique, mais il est installé aux États-Unis et très américanisé, Gardiner. Ça fait longtemps qu'il a développé cette théorie. Donc le titre veut dire « La tempête morale parfaite ». Il parle du changement climatique en disant que c'est une tragédie éthique. J'explique tempête parfaite. C'est une notion qui vient de la météo et qui est la théorie suivante, c'est que lorsque tous les paramètres négatifs sont au maximum, lorsque c'est le pire moment au niveau de la marée, qu'il y a le pire vent, la pire hauteur de vague, la pire dépression, etc., ça produit la tempête parfaite, la tempête où il y a tous les paramètres les pires. Et que ce cas-là, c'est un cas disruptif, quelque chose qui sort des logiques normales et qui peut produire des effets qu'on ne peut pas prévoir, ça échappe à la prévision, et surtout qu'on ne peut pas contrer. Donc quand on rencontre, il y a quelques exemples historiques, il les cite dans le livre, quand se forme la tempête parfaite, avec tous les paramètres à leur pire valeur, il n'y a plus grand-chose à faire. Et pour lui, le problème climatique constitue la tempête parfaite, c'est-à-dire tous les paramètres, je ne vais pas vous les énumérer là, il y a des textes accessibles sur le web sur ces idées, vous pouvez trouver si vous voulez travailler là-dessus. Tous les paramètres dans la question climatique sont au pire. C'est la question qui se présente le plus mal possible, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la traiter. Pour des tas de raisons, c'est un problème global, c'est un problème transgénérationnel, c'est un problème qui implique à la fois le politique, l'économique, les comportements individuels, les grandes structures, etc. Donc les paramètres sont à leur plus mauvaise valeur. Donc, scénario de tempête parfaite. Quel rapport avec l'éthique? Cette tempête parfaite, pour lui, elle est une tragédie dont le fondement est éthique. Et je suis totalement d'accord avec cette idée de reprendre ces problèmes sous l'angle éthique et en particulier l'angle des décisions et des actions individuelles. Et j'étais très content de trouver chez Gardiner
une idée qu'on ne trouve pas beaucoup, je trouve, qui est la théorie du retrait de délégation. Donc il dit ça avec une espèce de sagesse que j'aime bien. Il dit, on a d'abord confié le problème climatique, mais bon, moi je vais dire tous les problèmes du soutenable, on les a d'abord confiés à des administrations et à une légitimité politique élue, nationale et internationale. Ça fait longtemps qu'ils y travaillent. Pour les problèmes de développement, ça fait plus d'un demi-siècle. Pour les problèmes un peu plus étroits de développement durable, ça fait au moins 30 ans. Et ça ne marche pas. Et pour le problème du climat, non seulement ça ne marche pas, mais c'est pitoyable. Dans ce cas-là, dit Gardiner, au bout d'un certain temps, les citoyens sont légitimes à retirer la délégation. C'est-à-dire à dire, bon ben, les institutions ne sont pas capables de faire, donc nous sommes obligés de faire nous-mêmes. Et j'aime bien cette idée parce que ce n'est pas une théorie politique a priori, anti-institutionnelle, etc. Pour ou contre, ce n'est pas le sujet. C'est juste une constatation. Les institutions ont essayé de faire pendant longtemps, elles n'ont pas réussi. Donc maintenant, indépendamment de tout accord idéologique, on est légitime pour faire autre chose. Donc si on veut que les problèmes importants soient traités, et qu'on est d'accord pour faire le constat, moi je suis 100% d'accord, que les institutions n'y arrivent pas, pour plusieurs des plus importants d'entre eux, on doit dire qu'on leur retire la délégation de ces problèmes. Bon, ils peuvent continuer à faire des sommets, à produire des textes qui servent à rien s'ils veulent, quoique c'est quand même à la limite avec notre argent, donc il faudrait peut-être revoir ça, mais à la limite c'est pas ça qui est important. C'est pas retrait au sens de les chasser, c'est retrait au sens de commencer à agir ailleurs, parce que là clairement comme ça marche pas. Et c'est en cela qu'il y a une tragédie éthique. C'est que la manière dont nous traitons le problème climatique, pour lui, nous en a dépossédé, nous laisse attendre l'action d'un acteur qui n'est pas le bon, qui est l'acteur institutionnel international, et c'est une faute éthique, c'est une erreur éthique, et qui nous arrange bien. Et puis c'est pas par hasard qu'il appelle même ça de la corruption morale, ce n'est pas par hasard que nous avons choisi la solution qui, justement, nous permet de ne rien changer à nos comportements individuels ou dans de micro-communautés. Là, j'ai juste une question à propos de Gardiner. Dans son livre, est-ce qu'il parle aussi de ces lobbies qui, exprès, sèment le doute, justement? Oui, il y a un très bon livre là-dessus sur les marchands de doute qui vient d'être traduit en français. Oui, et ce qu'il dit ne va pas forcément nous plaire. Il parle de corruption morale, il parle aussi de corruption épistémique. En disant, évidemment qu'il y a des acteurs dont l'intérêt est contraire au soutenable. Mais le problème, c'est pas qu'ils parlent, c'est qu'on les entend, qu'on les écoute. Et pourquoi on les entend et on les écoute? Parce que ça nous arrange. Et effectivement, alors, on peut dénoncer, mais il y a toujours eu des acteurs dont les intérêts économiques ou politiques étaient contraires au bien commun. Il y en a toujours eu. Oui, par exemple, voilà, les entreprises qui fabriquent du tabac, et bien d'autres, celles qui fabriquent des armes, etc. Mais il dit le problème est ailleurs, et je suis totalement d'accord avec ça. Il est un problème éthique, non pas parce que ce sont des méchants et des mauvais, mais parce que nous entendons beaucoup plus, nous sommes trop sensibles à ce qu'ils nous disent, parce que ça nous arrange. Et il étudie typiquement le climato-scepticisme aux États-Unis, qui trouve une grande audience malgré sa faiblesse scientifique, parce qu'il suffit qu'il y ait un climatologue ou un spécialiste qui dise quelque chose dont la conclusion est vous pouvez continuer à rouler dans vos gros 4x4, à climatiser vos maisons, etc., pour que les 99 autres qui disent non, c'est un problème, c'est ça qu'il faut changer, ne soient pas écoutés. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont l'argent, c'est parce qu'ils ont l'oreille de l'opinion et que nous en sommes responsables. Et donc il propose de combattre ça, non pas en mettant fin au capitalisme, ça on a essayé, mais ça, pour l'instant ça n'a pas l'air de bien marcher, mais en ne prêtant plus notre oreille à ça, en ayant la capacité d'une lecture critique, même des choses qui nous arrangeraient. Et ça va plus loin que rouler en voiture, c'est aussi la défense de l'emploi, des équilibres, des avantages dont nous jouissons dans les pays riches, etc. Donc, vous voyez, l'idée c'est que, certes, il y a des marchands de doute, mais le problème vient de leur audience, et cette audience, elle tient au confort et à l'absence de réaction éthique du plus grand nombre. C'est bien ça. Oui, ou alors c'est quand même une volonté de maintenir les gens, les citoyens,
que vous appelez les acteurs potentiels actifs, dans le doute d'une part et dans le sentiment d'impuissance d'agir. Oui. À quoi bon? C'est exactement ça. Alors, l'idée à laquelle nous prêtons trop l'oreille, c'est essentiellement cette idée de retrait éthique, en fait. Il ne sert à rien d'agir, les problèmes ne sont pas à notre échelle. Et pour prendre des exemples grossiers, on peut en prendre plein, mais un vraiment grossier, c'est la faute des Chinois. Les Chinois, de toute façon, avec leur centrale au charbon et leur développement, ils vont produire énormément de pollution, de gaz à effet de serre, etc. Donc ça ne sert à rien que nous fassions attention à ce que nous faisons avec nos usines qui sont 100 fois plus propres. On voit que c'est l'intérêt de tout le monde, sauf des Chinois. C'est l'intérêt qui n'en a rien à foutre, de toute façon. C'est l'intérêt de l'industriel local, et c'est l'industrie des gens qui travaillent à l'usine, et des consommateurs voraces que nous sommes, de nous laisser dire ça. Et je crois qu'il manque une dimension. Je ne conteste pas le fait qu'il y a des méchants dont les intérêts sont contraires à l'intérêt commun. Je me demande comment on fait pour leur résister. Et je crois que la bonne façon, qui me semble un peu nouvelle, de prendre le problème est de dire arrêtons de leur prêter une oreille complaisante en nous remettant en question sur l'audience qu'ils trouvent en diffusant le doute. Il me semble qu'on peut prendre le problème sous cet axe-là. Bon, mais si on se concentre sur les 1% de marchands de doute, on tombe dans le bouquin de Stiglitz dont je veux parler après, et dont vous avez commencé à parler. Alors c'est assez étonnant. Stiglitz, c'est quand même quelqu'un qui a dirigé de grandes institutions internationales, qui a eu non seulement eu des prix Nobel d'économie, mais il a eu de très grandes responsabilités, et il tape très très fort sur les institutions internationales et tout ce système. Et il montre que le système est détourné, et il est l'un des inventeurs, il dit qu'il est le seul, mais je crois qu'il est le seul, de l'expression les 1% et les 99%. Alors, il étudie, il s'appuie, et il a partiellement inspiré des mouvements qu'il y a d'abord eu aux États-Unis, des mouvements, vous savez, d'occupation. Le plus connu était Occupy Wall Street, la rue de la Banque à New York, et les mouvements de résistance, il y a plein de mouvements Occupy comme ça, dont l'un des slogans, c'est un des noms du mouvement aussi, c'était « Nous sommes les 99%». Donc l'idée est que 99% des individus sont victimes d'un système dont ne profitent que 1% des individus qui décident de tout, qui se reproduisent entre eux, qui ne délèguent en réalité aucun pouvoir, qui reste au pouvoir en permanence, un pouvoir qui est à la fois économique et politique, mais aussi culturel et indirectement militaire et policier. Et que le déséquilibre entre les 1% et les 99% pose problème. Ce qu'il étudie dans ce livre qui s'appelle Le prix de l'inégalité, c'est l'accroissement de la distance et des murs entre les 1% et les 99%. Et le fait que le bien-être des 1%, toutes les décisions et les institutions fonctionnant à leur avantage, produit de plus en plus de mal-être dans les 99%. Ce n'est pas l'idée qu'il y ait des différences et des hiérarchies. C'est l'idée que, contrairement à ce qu'on croit, dit-il, ces différences et ces hiérarchies ne servent pas globalement au bien-être général. La vision qui produit la paix sociale, c'est de dire il y a des gens qui sont mieux payés que moi, mais en un sens, ils sont plus utiles à la société, et moi, si ça va de mieux en mieux pour moi, c'est parce que, quelque part, il y a aussi des dirigeants qui, en quelque sorte, méritent. Là, il montre que, surtout aux États-Unis, malheureusement, son livre ne parle que des États-Unis. Il montre que, non, pas du tout. Les 1% n'agissent pas dans l'intérêt du plus grand nombre, et au contraire, ils agissent au détriment du plus grand nombre. Et il le démontre d'une manière parfois un peu technique, dans les mécanismes financiers, mais dont l'application est comprise par tout le monde. Il étudie notamment la crise de 2008, et donc une crise financière géante, avec des bases absolument scandaleuses, notamment aux États-Unis, et le fait qu'elle n'a eu aucune conséquence, qu'il n'y a eu aucune sanction. Bon, il y a une ou deux firmes qui ont fermé, mais les gens sont réemployés ailleurs, la structure reste la même, le pouvoir politique, je ne parle même pas de la démocratie, mais le pouvoir politique en place, l'administration Obama typiquement, n'a strictement rien pu faire pour changer les règles de fonctionnement, et la finance est toujours dans le même état, conduite par les mêmes gens, une ou deux entreprises en moins, mais une ou deux en plus, ça ne change rien, et fait exactement la même chose. Il y a des reportages sur Arte ou des émissions comme ça qui ont développé cette idée. Et il y a une idée que j'aime bien à lire chez lui, dans le livre c'est à la page 288, et je pense qu'il va être traduit en français un de ces jours. Il dit, c'est déjà arrivé qu'il y ait des situations comme ça,
Et en général, les 1% ont une chance de comprendre que l'aggravation des tensions va leur être fatale, mais en général, ils ne le font pas, ils ne le comprennent pas. C'est-à-dire, les 1% ne saisissent pas l'occasion qu'ils auraient de modifier le système avant que les tensions deviennent trop fortes. Donc c'est un peu étonnant parce que je ne l'avais pas repéré comme un révolutionnaire, mais en fait il l'est. Et il y a une expression assez violente en disant ils jouissent de tout, ils pourraient continuer si ils comprenaient qu'il faut être moins néfaste pour les 99%, mais souvent dans l'histoire ils ne le comprennent pas, ils le comprennent trop tard. Donc, alors, moins révolutionnaire en ce sens-là, mais le livre de Rifkin aussi, tous les livres de Rifkin en général, effectivement, m'inspirent beaucoup. Celui-là est traduit en français, sur la troisième révolution industrielle, et il est sur l'idée de dissémination. Il parle beaucoup de l'énergie, il est assez focalisé là-dessus, Rifkin, la dissémination de la production et de la consommation d'énergie. Et là, vous allez voir, c'est vraiment le modèle qui me semble très bien, le modèle de l'Internet appliqué au monde réel. En disant, dans le monde réel, on peut faire des réseaux électriques, ça commence à s'appeler des réseaux intelligents, dans lesquels il y a partout des postes de production et de consommation d'énergie qui s'échangent en réseau, comme le savoir sur l'Internet. Donc on met, je vous montre comment ça marche, mais avant je vous dis comment ça marche aujourd'hui. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais je me suis renseigné. Dans la plupart des pays, typiquement la France, qui est le pire, le réseau électrique est totalement centralisé. Il est totalement centralisé, il fonctionne comme un tout. Et quand quelque chose craque quelque part, ça fait tout craquer, donc rien ne peut craquer. Donc il faut avoir, le réseau électrique est fait pour rendre typiquement les centrales nucléaires indispensables. En France, techniquement, le réseau a été fait pour qu'il y ait une réserve de puissance en continu, qui fait qu'on ne peut pas avoir des petites sources locales qu'on branche et qui assurent un fonctionnement. Avec des très grosses lignes, etc., etc. Et des accidents en cascade. Le contraire qu'imagine Rifkin, ça serait sur nos maisons, des panneaux solaires, dans nos jardins, et là où on peut, des éoliennes, où nous produisons et nous échangeons avec le réseau de l'électricité. Donc, par exemple, dans le sud de la France, il y a plus de soleil, il peut y avoir de l'électricité qui remonte vers les parties du nord qui sont moins ensoleillées, ou quand il fait beau quelque part, on alimente ailleurs. Il y a des moments où c'est dans le nord qu'il fait beau, où il y a du soleil. Et du vent, il y en a aussi dans le nord et il y en a partout. Donc l'électricité s'échange selon la production et la consommation avec une balance. Vous allez payer votre différentiel. Donc certains vont gagner de l'argent sur leur note d'électricité parce qu'ils produisent plus, ils envoient au réseau, et d'autres vont être obligés de payer parce qu'ils produisent moins, mais peut-être ils peuvent arranger ça en mettant une éolienne de plus ou quelque chose comme ça. Donc un réseau collaboratif de partage d'une énergie disséminée, pas que l'énergie électrique, ou plutôt l'énergie électrique qui servirait à tout. Éventuellement d'autres sources, alors il y a des tas d'idées sur d'autres mécanismes de stockage de l'énergie, je laisse tomber, mais par exemple la voiture, une voiture électrique peut être chargée comme ça. Et la batterie, il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent à la batterie de la voiture électrique de réalimenter la maison dans les moments où la maison a besoin d'énergie. Donc par exemple pendant la nuit. Pendant la nuit, la batterie de la voiture réalimente la maison pour chauffer, pour les douches du matin, et ensuite dans la journée, la maison se recharge, et recharge rapidement la voiture si elle est restée branchée ou quand elle revient. Donc tous ces systèmes intelligents, qui demandent beaucoup d'électronique, dissémineraient le pouvoir au sens de l'énergie, et en fait aussi bien sûr, l'idée est de disséminer le pouvoir industriel, de dire la nouvelle façon de rester dans une société qui pour lui reste industrielle, c'est de disséminer intelligemment les sources de production et de consommation. Donc vous voyez pour l'agriculture comment ça va s'organiser, pour toutes les productions industrielles qui deviendraient micro-industrielles. Et remarquez que c'est exactement le contraire qu'on fait. On ne fabrique des ordinateurs qu'à un endroit dans le monde. En Chine, on ne fabrique des vêtements qu'à un endroit dans le monde, pour chaque type de vêtements, etc. C'est vraiment le contraire de ce qu'on fait. Et le meilleur, je l'ai gardé pour la fin, c'est les Indignados de Manuel Castells. Castells est un catalan à l'origine, donc un espagnol, mais il travaille partout dans le monde, y compris en France. Il a été en France un certain temps, surtout aux États-Unis. D'ailleurs, il ne dit pas les Indignados, lui. Il dit les Indignadas. Premièrement au pluriel, et ensuite au féminin. Parce qu'il dit, il y a quand même beaucoup de femmes, et il y a quelque chose de non masculin, de non viril, dans le collaboratif de ce mouvement, et donc il fait quelque chose qu'on fait beaucoup, pas beaucoup en français,
beaucoup en anglais, et apparemment un peu en espagnol maintenant, c'est mettre systématiquement au féminin au lieu de mettre systématiquement au masculin. Donc, il s'appelle Michel Serres fait ça aussi avec une petite poussette. Michel Serres. Il appelle une petite poussette. Ouais, celle qui a poussé, donc il met au féminin. Bon, de quoi parle Castells? Il parle de ces mouvements, les mêmes que tout à l'heure, là, Occupy Wall Street, 99, etc. Mais aussi d'autres qui sont passés discrètement, je trouve, dans la presse française, comme la nouvelle constitution islandaise, qui a beaucoup utilisé l'Internet pour demander aux citoyens des propositions constructives et des discussions publiques. Si on devait faire, il paraît qu'il va y avoir des grandes réformes là pour moraliser, puis même un choc de simplification. Si on devait faire ça en le faisant discuter par tous les citoyens en utilisant l'Internet que presque tout le monde a aujourd'hui, en France, ça pourrait être une bonne idée. Apparemment, en Islande, qui a commencé par refuser les dictates de la finance internationale, et qui a écrit une nouvelle constitution largement participative, il y a des idées intéressantes, et c'est étrange, je me demande bien pourquoi, on n'en a pas beaucoup parlé dans les autres pays. Castells en parle, ainsi que des autres mouvements, et aujourd'hui, il y en a un qui, moi, m'intéresse beaucoup, on peut en parler si vous voulez, c'est Pepe Grillo en Italie. Le livre est sorti avant le mouvement des Grillini en Italie, mais peut-être que ce type de mouvement fait partie d'un nouveau style d'action politique qui a peut-être des défauts et des dangers, mais dans lesquels il y a une logique de désinstitutionnalisation, de réappropriation des problèmes. Il y a deux basiques dans toutes les idées de Castells, et ça rejoint les basiques, et ça me sert pour commencer une conclusion. Premièrement, l'indignation, c'est le contraire du soutenable. Et je crois que de plus en plus, je vais définir ce que veut dire soutenable par qui ne soulève pas l'indignation. C'est-à-dire qui n'est pas insoutenable. Et je crois que de plus en plus, la capacité que nous sommes en train de retrouver à nous indigner, à ne pas accepter, au moins éthiquement, un certain nombre de choses, c'est le ferment, c'est le déclencheur de nouveaux types de comportements. C'est le premier point, soutenable et le contraire de l'indignation. Et deuxièmement, bien sûr, l'outil et le modèle, c'est l'Internet. Notre civilisation a inventé un nouveau mode de production, un nouveau mode de communication, un nouveau mode de culture, dont nous pouvons faire beaucoup plus que ce que nous faisons actuellement. Et effectivement, ces mouvements sont une sorte de global, dit Castells, qui utilise l'Internet pour faire des choses très locales. Ça se passe de manière locale, chacune de ces actions. Et typiquement, il dit, occuper un endroit, c'est quelque chose de très local. C'est une réappropriation du local à partir des ressources que donne le global numérique. Et dedans, il y a, dans cette réappropriation, qui à mon avis est éthique, je vais terminer là-dessus, du retrait de délégation. Tout ça est très cohérent. L'un des meilleurs slogans, je trouve, de tous ces mouvements, et il en parle, c'est la phrase « not in our name » en anglais, pas en notre nom. Ce que vous faites, vous arrêtez de dire que vous le faites en notre nom. Donc ça, c'est vraiment la logique d'un retrait de délégation qui impose. Donc si on ne vous laisse pas, on ne vous donne plus délégation pour le faire, il faut le faire nous-mêmes. Et peut-être qu'on vous donne délégation pour ne pas avoir à le faire nous-mêmes, et que vu à quel point cette délégation ne marche pas, ce qui me semble être la grande leçon, ça nous renvoie à la lucidité éthique de reprendre les questions par nous-mêmes. Point d'interrogation. J'ai fini. Super. Juste une question quand même. Tous ces mouvements, par exemple, je pense, cet après-midi, il y aura Pierre Rabhi et les Colibris à Courbevoie, lors d'un festival qui s'appelle Atmosphère. Ils ont, quand on va dans leurs réunions, ils ont vraiment une adhésion étonnante, des salles remplies avec 700 personnes, etc. Mais est-ce que ce genre de mouvement, admirable, par ailleurs, est-ce que malgré tout, sans la coopération des politiques, est-ce que ça ne reste pas une goutte d'eau? L'éco-agronomie, par exemple, est-ce que, vu l'ampleur du problème, est-ce que ça ne reste pas une goutte d'eau? Maintenant, moi je suis très pour, soyons tous acteurs, c'est une belle idée, merveilleuse. Mais bon, ça n'empêche pas un certain scepticisme. Allez-y, je vous fais confiance. Oui, mais vous faites
exprès avec la goutte d'eau, c'est la base de la théorie du colibri. Absolument. Il n'a même qu'une goutte d'eau, donc ils savent bien qu'il y a une goutte d'eau et qu'on n'est que des gouttes d'eau. Prenez un problème quelconque, il est dû aux gouttes d'eau que sont chacun des automobilistes, chacun des consommateurs de viande. C'est à ce niveau-là. Et quand vous dites, si ça n'est pas repris par les politiques, moi j'entends, comme de toute façon ça ne va pas l'être. Ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Et donc l'idée est que, puisque ça ne le sera pas, il faut passer par les gouttes d'eau. On ne peut passer que par les gouttes d'eau. Peut-on se passer d'une superstructure? Parce que là, on parle d'infrastructure et du local, mais peut-on se passer de... Oui, on est obligé de continuer avec eux. Monsieur. Collaboratif. Oui, il y a forcément un nom. Bon, non, moi c'est vrai que dès l'instant on parle de désinstitutionnalisation, moi je suis. Alors là, enfin, curieusement, enfin bon là j'ai pas le temps de façon de développer ça, puis j'ai pas ça en tête suffisamment, mais c'est un débat, ça nous ramène pratiquement à la case départ de la démocratie, c'est la question de savoir enfin, si la démocratie c'est le peuple enfin, qui discute, etc., ou s'il y a une institutionnalisation, mais c'était un grand débat au début de la Révolution française, hein, en fait. Donc ça remonte à cette époque-là. Enfin, ouais, peut-être en Grèce aussi, j'en sais rien, mais je ne sais pas assez plutôt pour savoir ça. Bon. Il me semble qu'il y a une illusion quand même à croire que si on désinstitutionnalise, si les gens vont exercer leur pouvoir comme ça directement, on ne va plus avoir de problèmes de pouvoir, par exemple, de choses comme ça risque d'être pire. Enfin, d'une part, dès l'instant où on s'organise, on institutionnalise. Il y a forcément des gens qui ont une fonction d'organisation. Et puis, du coup, il y a la question du pouvoir qui se repose aussi. La question du pouvoir, elle se pose toujours, même dans les associations, même pour ce que j'en connais, ce que j'en ai connu, on retrouve les mêmes problèmes, les mêmes perversions du pouvoir, et des problèmes de personnes, etc. C'est assez pitoyable, mais il n'empêche que c'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'être le PS ou l'UMP hein, dans la vie associative, malheureusement, les syndicats, etc. On retrouve toujours cette question du pouvoir, donc on ne peut pas... Alors, rapidement, que ça nous renvoie aux fondamentaux du politique, oui, vous avez tout à fait raison, et c'est ça qui est très intéressant. Oui, il nous faut réinventer le politique, et c'est normal, on a fait une civilisation matérielle et culturelle absolument extraordinaire. On a tout changé, et on continue à fonctionner avec des systèmes institutionnels qui remontent à l'Antiquité, vous l'avez dit vous-même. Donc il faut complètement réinventer le politique. Ensuite, la domination, moi je dirais plutôt la domination, oui, c'est un gros problème, mais les associations, ce sont des institutions. Ce sont des institutions. Et oui, elles reproduisent toutes, même la famille reproduit, dans certains cas, les logiques de domination qui sont perverses et contre lesquelles c'est un travail essentiel de gestion de soi, d'éthique personnelle, de lutter et de résister. Et il faut développer, au lieu de développer des cultures de la compétition et de la domination, ce que nous faisons partout tout le temps, la télé, les journaux, il nous faut absolument développer des cultures du collaboratif et d'autres solutions que passant par la domination. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aujourd'hui aux philosophies asiatiques, au bouddhisme, à des approches comme ça, qui donnent d'autres pistes que la domination. Bon, moi j'ai une culture un peu technique et ça m'a fait un peu bondir quand vous avez parlé de l'électricité et répartition, etc. Chauffer la maison avec la batterie de la voiture, vous allez mettre le feu comme dans les Boeing. Non, c'est utopique. La durée de vie d'une batterie, ça dépend du nombre de cycles de charge et de décharge. Et puis de toute façon, vous allez chauffer le cabinet de toilette. Et puis d'autre part, l'énergie, la production d'énergie est disséminée. C'est pas parce que la commande est centralisée pour optimiser quelle centrale on va faire produire, etc. Il y a des gens qui produisent de l'énergie qui réinjectent sur le réseau, mais ça s'est passé par des décisions politiques aussi. S'il n'y avait pas de décision politique, ça serait interdit d'installer des panneaux solaires. Bon, je crois que
j'ai résumé ce que je voulais dire. On va pas faire un débat technique. En plus, j'en sors justement sur les batteries. J'ai passé une semaine en immersion totale avec les gens qui travaillent sur les batteries, les véhicules électriques. Mais je ne veux pas faire de débat technique. Et à la limite, en termes de gouttes d'eau, chauffer le cabinet toilette, ça serait déjà pas mal. Hein, si on peut, tout ce qu'on peut débrancher va être déjà une bonne chose. Et alors, en dehors de l'aspect technique, vous avez raison, l'essentiel est la décision politique. C'est par décision politique qu'il y a des centrales nucléaires qui centralisent la production. Et c'est aussi une vraie action politique significative que de vouloir se débrancher des gros systèmes et essayer de créer, avec leurs limites, des systèmes locaux. C'est effectivement la résistance énergétique et l'une des résistances les plus politiques qui soit. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas ce que vous voulez dire, mais c'est la contraposition que j'en fais. Ça y est, c'est vrai. Moi, je pense aux sociétés primitives qui sont peut-être les gouttes d'eau qui avaient établi des rapports écologiques avec leur environnement, comme l'Amazonie, en Amazonie où les forêts sont détruites, enfin, ou en cours de destruction, ou alors les Indiens d'Amérique détruits par les armes et la colonisation, ou je sais pas, j'avais lu un livre de Victor Ségalen sur je sais pas si c'est les Trobriandais, je me rappelle pas, une société du Pacifique qui était détruite par l'évangélisation et le puritanisme. Et donc, bon, tous ces facteurs, on les voit pas, ils sont sous-jacents et ils sont très importants. Oui, Pierre Rabhi dit ça, en fait, qu'il faut être un peu moins arrogant, ça je crois beaucoup, un peu moins arrogant, et ne pas refuser l'idée que des formes moins centralisées, moins technicisées, typiquement de production alimentaire, ça c'est vraiment, et donc d'insertion dans les cycles naturels, soient préférables. Et moi je pense que l'un des avenirs de la technologie, c'est de développer ce type de production locale, d'énergie, d'alimentation, ça serait déjà beaucoup. Éviter les grands moyens de transport, réduire aussi la natalité. Donc en fait, si on veut, sans être réactionnaire, au contraire, avoir un progrès qui nous ramène à des cycles intégrés au cycle de l'environnement, plus locaux et moins arrogants, moins dans le délire de puissance et de domination qui nous ramène à notre première question. On a amené notre puissance à un tel degré qu'on peut réfléchir à l'orienter autrement et à ne plus en faire une valeur absolue. À accepter d'avoir moins d'énergie, moins de puissance, moins de systèmes centralisés pour avoir un échange, une inscription dans des cycles plus soutenables et moins d'effets secondaires qui nous indignent. C'était juste une petite précision, enfin, par rapport au sentiment d'impuissance que les gens ont de pouvoir agir par eux-mêmes. Il y a des bases physiologiques concernant la peur, et qui est la peur qui nous organise, et qui fait partie de notre développement, et qui va être la base de la domination. Et il y a une réaction physiologique classique de la peur. Quand vous avez peur, que votre système physiologique est en alarme, il y a deux réactions immédiates, c'est soit vous fuyez, soit vous vous battez. Et ça, c'est une base neurophysiologique sur laquelle les systèmes de domination se greffent. Hein. Or, on est arrivé maintenant dans une période de notre existence dans les civilisations où on n'a plus faim, où on est logé, ou globalement, où ces systèmes d'alarme sont quand même plus sollicités de la même façon qu'ils l'étaient quand on était une horde et que voilà, on devait lutter pour notre survie. Et il existe une autre voie, enfin une autre réaction à la peur, qui est un tout petit peu décalée dans le temps, qui est le figement. Hein, aussi, vous pouvez, quand vous avez peur, vous êtes figé. Mais il existe une quatrième voie qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, dans les années 99. C'est un médecin américain qui s'appelle Taylor, donc vous pouvez retrouver sur le net son article, qui s'appelle Tend and Befriend. Donc c'est une réaction qui est typiquement féminine et qui est liée au système de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'allaitement, l'hormone du lien avec le bébé, mais c'est aussi une hormone de socialisation, hein, qui est en voie d'étude d'ailleurs pour les traitements des gens qui
énervé, agité, etc. Voilà, c'est une hormone qui est vraiment très prisée en ce moment dans les études médicales. Et cette réaction, c'est une réaction atavique, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme, que vous avez un bébé et que vous êtes en état d'alarme, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous fuyez, vous mettez votre bébé en danger. Si vous vous battez, vous avez votre bébé, vous êtes sûr de perdre. Et si vous vous figez, vous mettez encore votre bébé en danger. Donc la quatrième voie, c'est collaborer. Voilà. Et je crois que maintenant, cette voie-là, elle peut être explorée peut-être un petit peu plus facilement, parce que les trois autres voies, elles ont moins à être sollicitées du fait que globalement, dans notre société, on a moins à lutter pour notre survie. Et ça rejoint ce que Michel Puech disait, qu'on parlait des indignés au féminin. C'est quand même une voie qui reste typiquement féminine. Les hommes sécrètent de l'ocytocine aussi, peuvent avoir cette réaction de Tannen-Bifrane, mais d'une façon qui est quasiment peanuts, quoi. Donc c'est vraiment une voie typiquement féminine, ce qui prouve que les femmes ont une potentialité de collaboration énorme, mais c'est atavique, et que c'est une voie qui peut être utilisée parce qu'on en a les bases neurophysiologiques. Donc on n'est pas impuissant face à l'action personnelle et à la collaboration. Voilà, il y a peut-être une avancée technologique qui a rencontré des capacités neurobiologiques qu'on a acquis au cours de milliers d'années. Voilà, c'était juste une petite... Oui, ça donne peut-être pour le collaboratif de l'espoir. C'est pas vain, c'est pas utopique, c'est quand même quelque part inscrit dans notre fonctionnement neurophysiologique basal. Voilà. De manière, moi j'aime bien dire ça de manière beaucoup moins scientifique en disant on a un cerveau d'homme préhistorique. On a évolué très vite, mais en fait on a ce que vous disiez dans les associations, vouloir être le chef, l'attirance compulsive pour les femelles et des choses comme ça, c'est qu'on est des hommes préhistoriques. Notre première réaction c'est dominer, posséder, accaparer, agresser dès qu'il y a un problème, et il nous reste beaucoup à faire pour nous civiliser. Donc en fait il y aurait un intermédiaire, c'est devenir au minimum une femme préhistorique, capable de collaborer, ça serait déjà mieux qu'un homme préhistorique, et ensuite on verrait si on peut faire. Bon, pour sortir de la préhistoire, ici et maintenant, je voudrais déjà savoir parmi vous quels sont les acteurs actifs d'un développement durable et qu'est-ce que vous faites pour l'être. Oh bon, moi je chauffe très peu chez moi. Pas avec des batteries, mais je chauffe très peu chez moi. Contrairement à... Donne le micro. Alors, moi je fais entre guillemets rien parce que j'ai étudié la responsabilité sociale de l'entreprise. J'ai vécu une expérience d'1 an en entreprise. Ça a été la pire année de ma vie, pour être honnête. Je pense qu'on est sur la mauvaise voie. En enseignant et en pensant, en faisant croire à des étudiants qu'on va changer la planète en rentrant dans les entreprises et en faisant, entre guillemets, de la communication et du greenwashing, on ne changera rien du tout. C'est l'étudiant, la personne, l'être humain, qui doit changer l'intérieur, se dire « je fais mes choix en acquis de conscience », je vis plus simplement la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, j'y crois, et je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, vous en tant que professeur, mais enfin, franchement, c'était vraiment la pire année de ma vie. Parce qu'on est quand même dans une logique, même si on fait de la responsabilité sociale de l'entreprise, même si on fait du développement durable, tous les gens autour de moi, leur objectif principal, c'était leur carrière, gagner plus d'argent. Et c'est bien d'acheter un t-shirt en coton bio à 80 €, mais c'est pas ça qui change la face du monde. Complètement, je suis 100% d'accord, c'est exactement là qu'il y a le problème. La manière dont on croit qu'on traite le problème fait qu'on ne le traite pas, et on le fait comme ça parce que ça nous arrange de ne pas remettre en question nos fonctionnements individuels là où on pourrait les changer. Mais c'est peut-être pour ça aussi que les politiques ont échoué. Vous avez commencé en disant qu'on est obligé de faire le constat que les politiques échouaient. Mais c'est peut-être pas du tout parce qu'ils sont des méchants. Non, c'est peut-être simplement parce que justement, ils n'arrivent pas à obtenir l'adhésion de chaque goutte d'eau. Je ne crois pas. Non. Alors, ils arrivent à obtenir l'adhésion parce que déjà ils arrivent à obtenir nos votes. Donc pour un mystère qui m'échappe complètement, on revote pour eux. Une fois à droite et une fois à gauche, mais bon, on expliquera la différence. Avec des taux d'abstention qui augmentent. Oui, mais avec des
plutôt de vote de gens qui votent pour ce genre de politiciens professionnels qui sont quand même alarmants. Bon, donc, et à mon avis, ils arrivent à avoir notre adhésion, surtout quand elle est intéressée. Quand on pense qu'ils vont faire baisser un peu mes impôts parce que je suis entrepreneur, ou ils vont augmenter un peu mon salaire parce que je suis fonctionnaire. Donc ces petits intérêts personnels font qu'ils ont notre adhésion, pour ce qui est peut-être plus important pour nous que les problèmes théoriquement importants. Voilà. Mais est-ce que l'action doit passer par l'adhésion à un dominant? Là, on est dans la caverne préhistorique. On est dans la caverne préhistorique. Je ne vois pas très bien pourquoi l'impact que j'ai sur la planète par mes activités serait médiatisé par un dirigeant qui soit élu ou totalitaire, ça revient au même, et par une structure internationale. C'est là que nous avons un mode d'action institutionnel qui ne correspond pas au type de problème que nous essayons de traiter. À mon avis. Je crois que Al Gore n'a pas été élu. Ils ont peut-être truqué. Oui, il a été. Oui, et alors, qu'est-ce que vous en concluez? Qu'on n'adhère pas tant que ça, c'est ça? Ben oui, là il y a l'action de l'individu qui n'ont pas voté pour lui. Je comprends pas bien tout le raisonnement. Ben, Al Gore avait un programme écologique. Non? Je crois qu'il s'est vraiment mis à l'écologie une fois qu'il n'a pas été élu. Et que Obama a un programme écologique. Il y a dans l'administration Obama des gens qui réfléchissaient, je dis un peu imparfait, très bien. Et il n'a pas pu faire grand-chose. Parce que la machine institutionnelle, elle empêche. Et dans le premier mandat, on disait que c'est parce que c'est le premier mandat. Dans le deuxième mandat, on va trouver d'autres raisons. Et il ne fera pas grand-chose. Et donc, même lorsque une partie des votes pour Obama étaient peut-être des votes correspondant à ce que j'appellerais le soutenable, ça je le crois, en passant par là, il ne se passe pas grand-chose. Bon, ça aurait peut-être été pire avec un républicain, mais même lorsqu'il y a conviction et adhésion et élection de quelqu'un dont certains éléments de programme allaient vraiment de ce que je crois être le soutenable, il ne peut pas le faire parce que la machine politique l'empêche de le faire et que ça ne peut pas passer par là. Enfin, à propos du politique proprement dit, moi je pense vraiment que c'est que bon, pour être en démocratie, il faut absolument il faut institutionnaliser, disons, un système, mettre en place des institutions, disons, pour réaliser, je ne sais pas comment expliquer ça, mais enfin, disons que c'est la démocratie institutionnelle ou la guerre civile, quoi, disons. Oui, non, il faut un mode d'organisation. Là, il y a deux notions qui sont vraiment très différentes. C'est l'organisation et quel type d'organisation et ce qu'on appelle aujourd'hui institution. Il y a des systèmes, soyons concrets. C'est un peu tard pour faire un cours théorique de philosophie politique. Je suis en week-end, moi, en plus. Mais soyons concrets. Le tirage au sort des responsables. Il y a plein de vidéos sur le web. Pourquoi on ne tirerait pas au sort les responsables en les formant un peu? Mais bon, vous avez vu, vous allez me sortir, surtout les techniciens parmi vous, des arguments de compétences. Très bien, je vous réponds. C'est quoi aujourd'hui l'un des principaux problèmes économiques et techniques? Enfin, à savoir, c'est le numérique, les industries comme ça. La technologie, c'est quand même assez important dans le monde contemporain. Lors du débat entre les deux candidats de la dernière élection présidentielle, il y en a un qui a commencé à dire iPad, et l'autre a répété iPad. Ça veut dire qu'aucun des deux ne savait qu'on dit iPad, n'avait jamais entendu parler d'un iPad, et juste ne vit pas dans ce monde-là. Donc, je veux dire, quelqu'un pris au hasard est plus compétent sur ce type de problème qui me semble clé que, et c'était pareil dans le débat précédent, lorsqu'ils ont fait entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, un débat sur la production énergétique. Aucun des deux ne savait quelle était la part du nucléaire en France, alors qu'il y a des campagnes dans le grand public. Donc au niveau compétence, en prenant quelqu'un au hasard, on peut, à mon avis, rapidement le former au niveau où sont nos politiciens professionnels. Et deuxièmement, évidemment, au niveau éthique, si en prenant quelqu'un au hasard, on tombe sur un Dominique Strauss-Kahn ou un Cahuzac, c'est que vraiment on n'a pas eu de chance. Je pense qu'en moyenne, on va trouver quand même mieux. Donc il y a des façons de s'organiser en disant, ben voilà, on est 15, on a un truc à faire, il faudrait qu'il y ait un responsable. Et au lieu de dire c'est toi parce que tu as fait des études ou c'est toi parce que tu es le plus costaud, dire on va le tirer au sort et on l'évaluera toutes les 3 heures, et si on n'est pas content, on le changera. C'est pas qu'une question d'organisation, c'est une question de choix politique, d'orientation. Qu'est-ce qui donne une légitimité à quelqu'un qui est en position, disons, de pouvoir, c'est-à-dire de responsabilité, de choix, etc. C'est la question de la légitimité. Enfin, je sais pas. Le tirage au sort, c'est bon. D'ailleurs, vous parliez de l'Islande aussi. Ça, c'est
En Islande, il y a 300 000 habitants. Bon, je veux dire, en France, on est 65 millions. C'est pas une bonne idée. Déjà, on est beaucoup trop nombreux écologiquement, et deuxièmement, on est une entité trop grosse. On ne peut pas se connaître, on ne peut pas débattre, et on a une couverture territoriale qui n'a strictement aucun sens. Donc peut-être, oui, la démocratie demande de fonctionner à d'autres échelles que les États-nations, qui sont une catastrophe, à mon avis. Donc il faut autre chose que des États-nations, il faut des communautés locales et des fédérations. Il y avait ça au Moyen-Âge, déjà. C'était comme ça au Moyen-Âge. Il n'y avait pas d'État, oui. Effectivement. Ben, c'était pas ce qui leur posait le plus de problèmes, l'absence d'État-ci. Je sais pas. Il n'y avait pas d'État de droit, disons. Je pense que le choix n'est pas entre l'État-nation et le Moyen-Âge. On peut avoir des systèmes de communautés locales qui s'organisent autrement qu'en passant par les États-nations avec leur drapeau, leur armée nationale et leurs intérêts égoïstes qui bloquent toutes les négociations internationales. Les États-nations ne posent que des problèmes. Si avec du local, En Suisse, ce serait bien. Oui, mais la Suisse est un tout petit État. C'est bien. c'est un modèle quand C'est même une qui bonne taille. existe. Hein. C'est la bonne taille, la Suisse. C'est un modèle qui existe et qui marche. Les gens décident beaucoup quand même. Des votes. Bon, y a-t-il d'autres questions ou est-ce qu'il y a d'autres contributions de votre activité écologique? Il y a une décentralisation au niveau politique, donc je vois pas. En France? Oui. Au niveau politique, il y a une décentralisation. Il y a des comités dans chaque quartier ou dans chaque commune. Oui, les maires, enfin, dans mon quartier, le maire vient faire un comité, mais enfin, aucune décision n'est prise là. La décision importante dans le quartier qui a été d'installer une déchetterie au coin de la rue, personne n'en avait jamais entendu parler. Elle n'avait jamais été évoquée. Enfin, je crois que là, il y a une espèce de marketing institutionnel, de décentralisation, mais qui ne correspond pas à une réalité. Il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est celui de l'État-nation. Il y a un seul niveau de légitimité politique aujourd'hui, c'est l'État-nation. Ensuite, il délègue éventuellement, et il se fédère dans des institutions internationales qui n'ont aucun pouvoir. Mais la légitimité politique, qui était le sujet que vous évoquez, elle est seulement au niveau de l'État-nation, et ça pose, à mon avis, beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Je sais pas si c'est possible. Non, justement, un exemple concret, que ce soit une déchetterie ou alors je pensais aussi à un centre d'accueil pour toxicomanes. Vous allez consulter la base, c'est-à-dire les gens du quartier, pour dire vous êtes d'accord pour avoir un centre d'accueil pour toxicomanes dans votre quartier, et vous voyez le résultat, vous imaginez la réponse. Donc il y a bien un autre niveau de responsabilité qui doit être assumé. Et effectivement, c'est pas au niveau du quartier, c'est un niveau plus global. Alors là, il y a le niveau de ce qu'on appelle les biens communs et l'intérêt général, qui doit être organisé à la bonne échelle. Et la difficulté, c'est que oui, les gens de la rue ne voudront peut-être pas qu'il y ait un centre de toxicomanie. Alors premièrement, ça doit être pris à une autre échelle. On peut aller jusqu'à le leur imposer, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais la difficulté, ce à quoi ça nous renvoie, c'est qu'il faudrait peut-être le rendre acceptable. Et là, on serait obligé de traiter le vrai problème, qui n'est pas le centre, qui est la toxicomanie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si on se met déjà dans un problème complètement pourri, comme on a de la toxicomanie, on a du trafic de drogue, etc., on n'a pas de structure pour le traiter, où est-ce qu'on met la salle de shoot? C'est sûr que le local, sur qui ça va tomber, ne sera pas content. Mais c'est qu'au niveau local qu'on peut traiter des problèmes comme, par exemple, la toxicomanie ou d'autres problèmes comme ça. Donc il me semble qu'on a réinventé, avec les moyens qu'on a, pas avec des choses qui sont réinventées, hein, on a, avec les moyens qu'on a, la possibilité de réinventer des fonctionnements démocratiques qui reposeraient autrement les problèmes que vous évoquez, très juste, de l'intérêt commun et éventuellement des nuisances locales liées à l'intérêt commun. Parce que dans chaque quartier, dans chaque famille, vous avez des gens qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques et des toxicomanes, et il y en a beaucoup. Donc même les gens du quartier qui refusent le centre de toxicomane, il faudrait faire un sondage pour savoir combien parmi eux, dans chaque famille, ils ont affaire à un toxicomane. Dans leur propre famille, chez leurs voisins, les cousins. C'est un problème qui concerne tout le monde. Il n'y a qu'à faire entrer le tabac et l'alcool dans les toxicomanies, et là, au lieu d'être une salle de shoot, on fait une salle de désintoxication alcoolique aussi, et anti-tabagique.
Et du coup, ce sera plus accepté. Moi, je voudrais revenir à une question quand même assez fondamentale en écologie. C'est le climat, d'une part, et bon, les OGM. Il y a chaque fois, sur les grandes questions comme ça qui concernent, on a quand même l'OGM. Les OGM, c'est la fin dans le monde, et le climat, ça nous concerne tous, donc le devenir de l'humanité. Comment, à ce moment-là, éviter les lobbies qui, justement, ce que vous appelez les marchands de doute, qui ont des lobbies qui ont intérêt à ce que soit avoir des brevets en ce qui concerne les OGM, et en ce qui concerne le climat, il y a certainement d'autres intérêts encore qui jouent. Comment éviter ça, et comment, à ce moment-là, mobiliser une action locale? Ça, c'est vraiment des questions. Comment ne pas douter à ce moment-là, quand vous êtes un individu dans votre société et que vous êtes aussi concerné par le climat ou par l'inquiétude ou par la peur, comment quand même être résilient, dépasser votre peur et devenir acteur? Ça, c'est la question. Oui, et en fait, vous posez quand même le problème sous l'angle de la domination. Vous posez le problème sous l'angle de la domination des lobbies et quelle autre contre-domination on pourrait leur opposer. Et moi, j'essaie de suggérer de poser les questions sous l'angle de la dissémination, sous l'autre côté, sous le côté du bas de la pyramide. Dans l'acteur, par exemple, des OGM, il n'y en a pas en France, parce que le consommateur français, il n'y en a pas en France dans la consommation directe. Le consommateur français l'accepte pas, le consommateur européen l'accepte pas. Donc ça, c'est une bonne chose, ce comportement de consommateur. Le fait de se méfier de la nourriture industrielle qui est en train de gagner, c'est plutôt une bonne chose. Donc il y a des capacités de résistance par les actes de consommation qui modifient l'intérêt des lobbies. Ça modifie leur intérêt. Si leur intérêt était de faire du bio, par exemple, leur intérêt n'est que de gagner de l'argent. C'est nous qui achetons de la nourriture industrielle et pas du bio parce qu'il est 10 ou 20% plus cher. Donc leur intérêt est de faire de la nourriture industrielle. Et quand il y a un problème comme la crise de la vache folle, la filière, quand le problème est suffisant, ça n'a pas été le cas avec le cheval roumain dans les lasagnes, mais ça a été le cas avec la crise de la vache folle dans les années 80, la filière viande se réorganise et on arrête. Et dès que la tension se relâche, on recommence à mettre des granulés de cadavres pour les nourrir. Donc la pression, il me semble qu'il ne faut pas négliger la pression du bas de la pyramide, et que celle-là, elle peut être active. Là, je sais dire comment ça peut marcher. Mais après, comment empêcher les lobbies d'avoir du pouvoir, je ne sais pas dire, je ne sais pas faire. Bon, très bien. Donc, soyez tous acteurs. La recherche à la base, la recherche agronomique, etc., ils découvrent toujours des choses, et c'est comme ça qu'ils ont découvert les OGM. Non, mais là, les scientifiques eux-mêmes, dans le cas du climat, par exemple, et dans d'autres cas, ils sont aussi achetés par les lobbies. Il ne faut pas se leurrer. Certains experts servent comment dire, oui, la recherche trouve ce qu'elle cherche, et elle cherche ce qu'on la finance pour chercher. Donc, explication, on sait faire des choses complètement merveilleuses, comme les centrales nucléaires, et on ne sait pas grand-chose sur la vie dans les racines des plantes. Parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner là. On sait faire des choses fabuleuses comme aller sur la Lune, qui en fait servait surtout à faire des missiles balistiques pour balancer sur la tête des Russes, parce qu'il y avait de l'argent pour alimenter ça, il y avait des intérêts, et on ne sait pas donner à manger à des gens, on ne sait même pas distribuer la nourriture de manière à ce que les gens ne meurent pas de faim. Donc les choses qu'on a découvertes, c'est parce qu'on les a cherchées, et on les a cherchées parce que derrière, il n'y a pas une science qui marche toute seule et qui découvre sous tous les horizons. Et donc c'est à nous d'orienter les efforts de recherche vers ceux qui seraient soutenables. Et en réalité, la plupart des crédits de recherche ont de quoi nous indigner, on ne fait pas du tout ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres arguments à développer? Sinon, je remercie Michel Puech de s'être bien battu contre le scepticisme ambiant, et je vous invite à voir son livre et éventuellement devenir acteur de votre propre avenir.